Nous allons passer tout de suite à Jacqueline Lortua pour expliquer un petit peu finalement quel est l'impact sur nos emplois et comment se démonte facilement tout leur argumentaire concernant la création d'emplois. Parce que finalement, c'est comme ça qu'ils mettent la pression sur les maires. C'est d'ailleurs ce que disait M. Dutreil dans la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, en 2006, c'est-à-dire qu'il va insister auprès des maires pour création de tant ou tant d'emplois. En fait, c'est une totale esbrouffe. Et Jacqueline Lortua va nous démontrer très facilement et très clairement ce que je viens de dire. Bonjour, donc j'interviens sur la question de la grande distribution et les conséquences sur nos emplois. Je suis urbaniste et socio-économiste spécialisé sur l'adéquation entre l'emploi et la main-d'œuvre sur les territoires. Ma démarche, comme le montre la slide suivante, c'est l'emploi est une relation, c'est un couple. Donc je ne travaille jamais sur l'emploi tout seul, mais je mets en rapport l'emploi qui est fourni par les entreprises qui sont installées sur le territoire avec la main-d'œuvre constituée par la population active locale, aussi bien au travail qu'au chômage. L'emploi sur les territoires est systématiquement valorisé et l'autre moitié du couple est complètement oubliée, la main-d'œuvre, sauf les chômeurs. Les chômeurs nous renseignent sur comment ne pas trouver de travail, mais il vaut mieux étudier la main-d'œuvre occupée qui nous renseigne sur les solutions et non pas sur les problèmes. Donc ça fait 40 ans que je travaille là-dessus. On croit qu'implanter de nouvelles activités, ça améliore forcément la situation de la main-d'œuvre, mais on peut très bien créer des emplois inutiles qui détruisent des activités par ailleurs et contribuer à augmenter le chômage. Donc on plante le décor. Et j'ai choisi un cas emblématique qui est EuropaCity et je l'analyse du point de vue du collectif dont je suis une cofondatrice, le collectif pour le triangle de Gonesse. Donc je vous renvoie à notre site, non à europacity.com. Qu'est-ce qu'EuropaCity? C'est un complexe de commerce et de loisirs financé par le groupe Auchan et un énorme groupe milliardaire chinois Vanda. Il est porté par la société immobilière d'Auchan qui s'appelle Imochamp. Le projet est gigantesque, 250 000 m² de commerce, 150 000 m² de loisirs, une piste de ski, un centre aquatique, 50 000 m² de culture, un musée, une salle d'exposition, 2700 chambres d'hôtel et un investissement privé de 3,1 milliards d'euros. Sur la carte, on voit que ce triangle est au nord coincé entre l'aéroport de Roissy, au sud, par l'aéroport du Bourget et que ça a été miraculeusement préservé, non pas pour les beaux yeux des terres agricoles, mais tout simplement parce que l'habitat est interdit, parce que c'est entre deux aéroports. Et donc on voit en bleu turquoise 280 hectares qui sont menacés par une ZAC qui a été annulée par un recours qu'on a fait au tribunal administratif de Pontoise, mais il paraît que l'État veut reprendre la main. On voit en rose EuropaCity, 80 hectares, et on voit au-dessus une gare qui est tout simplement la gare qui s'appelle Triangle de Gonesse et qui serait la gare du futur métro automatique du Grand Paris Express. En jaune, on voit le carré vert qui est soi-disant une zone agricole protégée de 400 hectares, ce qui a déjà été grignoté par un golf inutile en bleu de 90 hectares, puisqu'il y a déjà un golf à Gonesse, la ville qui est à l'ouest. Et donc, on a du mal à trouver 400 hectares parce que ça a été grignoté de tous les côtés. Et donc, le carré vert agricole, soi-disant, n'a pas 400 hectares. On continue sur la slide suivante. C'est les résultats de l'enquête publique, la dernière enquête publique pour l'aménagement de la ZAC du triangle de Gonesse. Donc, il y a des positions irréductibles entre les pour et les contre. Donc, je ne donne pas le détail. Vous irez sur notre site pour en savoir plus long. Je voulais seulement montrer que nous avons mobilisé le banc et l'arrière-banc. Nous avons réussi à obtenir qu'il y ait 3400 avis et bien sûr avec plus de 80% d'avis défavorables
Et en tête, c'était les terres agricoles. Après, c'était la concurrence au sein du commerce existant. Et après, c'était l'emploi. Et les avis favorables, beaucoup moins nombreux. En tête, c'est l'emploi, 38,4%. On continue sur le chantage à l'emploi. Alors, les mécanismes sont très bien huilés. Les chiffres sont tellement énormes qu'on ne les trouve plus invraisemblables parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça fait. Investissement, emploi, pour vous donner une idée, on prétend qu'EuropaCity générerait 31 millions de visiteurs, qui est tout simplement le double de Disneyland, qui est la première destination touristique européenne. Les moyens de communication sont considérables. EuropaCity a dépensé 30 millions d'euros en juin 2017 en communication. Les pièges sont perfectionnés. Et donc, il y a l'art de séduire par sidération. Donc, les communicants d'EuropaCity appellent ça l'effet waouh, c'est-à-dire que vous êtes tellement subjugué par les chiffres et par ce qu'on vous montre que vous avez les yeux qui sortent de la tête et vous hurlez comme les loups, le loup de Tex Avery en faisant waouh, waouh. Bon, l'étape, et c'est sérieux parce que c'est un chapitre entier d'un bouquin consacré à EuropaCity qui s'appelle l'effet waouh. Je ne plaisante pas. Étape numéro 1, l'élaboration d'un leurre. Donc, on élabore un leurre publicitaire reposant sur plusieurs piliers. Premier pilier, évidemment, un besoin local d'emploi. Qui n'a pas de besoin local d'emploi? Donc, on prend évidemment les zones les plus en difficulté, le rural désertifié, les banlieues sensibles, le déficit ou l'éloignement de l'emploi, les gens qui ont la galère des transports, le taux de chômage qui monte, etc., et le sentiment d'abandon des élus et des populations. Et là-dessus, les foncières se précipitent sur leur grand cheval. Zorro arrive, plus le Père Noël, parce qu'ils font des cadeaux mirifiques d'emploi, loisirs, images. Vous allez voir ce que vous allez voir avec ce qu'on va faire. Suite de l'élaboration d'un leurre, deuxième pilier, il repère un potentiel de plus-value foncière. Évidemment, il faut une localisation géographique intéressante. Il faut des terrains qui ne nécessitent pas des surcoûts élevés, donc on évite quand même les zones humides ou les zones protégées, les espèces protégées, les lézards et autres musaraignes ou je ne sais pas quoi, les friches industrielles à dépolluer, et on jette son dévolu sur des terres agricoles non protégées, bien placées. Et donc, le troisième pilier, c'est la possibilité de mobiliser des aides publiques. Donc, on recherche les soutiens des élus locaux et des aménageurs, les terrains sous-évalués, même les terrains donnés gratuitement, les viabilisations, les routes, autoroutes, échangeurs, VRD, etc., équipements financés par les pouvoirs publics. Et ça permet de faire des culbutes substantielles de plus-value foncière. Exemple d'EuropaCity. Donc, on a une grande surface de 700 hectares de terres agricoles conservées pour cause de nuisance d'aéroports et non pas pour les beaux yeux des terres agricoles. C'est interdit à l'habitat, mais qu'à cela ne tienne. La vocation est céréalière, donc c'est formidable parce que c'est des grandes parcelles. Du coup, ça fait qu'une dizaine d'agriculteurs à exproprier. Il y a bon, il y a bon. Très bonne situation géographique puisque c'est au sud de Roissy, mais les transports sont saturés, mais ce n'est pas grave puisque les pouvoirs publics vont faire un métro et vont faire un échangeur pour la modique somme d'1 milliard d'euros. Les promesses sont mirifiques, sans preuve bien sûr, mais 12 000 emplois, un changement d'image, une gare. Il va y avoir 50% des gens qui prennent les transports en commun, alors que sur Disneyland, il n'y en a que 25% au bout de 25 ans, mais ce n'est pas grave. EuropaCity, ça sera différent. Un équilibre énergétique, c'est-à-dire soi-disant la chaleur produite par le lagon tropical refroidira la piste de ski et vice-versa. Les plus-values foncières sont substantielles parce que le prix est lié à la surface des terres et non à la qualité du sol. Parce qu'il faut savoir que, d'après les agronomes, ces surfaces ont 15 000 ans d'âge. En une soirée du conseil municipal, on a modifié le plan local d'urbanisme, le PLU, à Gonesse, et on a miraculeusement fait passer 1 mètre carré agricole à 9 €, 1 mètre carré urbanisable à 350 €. C'est-à-dire qu'en d'une soirée,
le gain à l'échelle de la ZAC, 280 hectares, a fait tomber dans la poche des spéculateurs 955 millions d'euros, alors qu'il n'y a pas eu le moindre coup de pelleteuse. Donc ils ont multiplié par 40 le prix du terrain en une soirée. Voilà. Donc, suite, exemple du leurre culturel de Repas City. Alors, on nous promet 50 000 m² de culture, ça ne dit rien à personne, c'est tout simplement Beaubourg. Donc, j'ai imaginé Beaubourg en plein dans les champs, vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est totalement invraisemblable. Beaubourg est installé sur la première destination touristique mondiale, à Paris. À Châtelet-Léal, le premier pôle de transit d'Europe qui voit passer tous les ans 275 millions de passagers. Il y a 45 000 m², il y a 3 millions de visiteurs, il y a 100 000 œuvres de patrimoine. C'est pas grave, Europa City, il n'y a aucun candidat pour s'implanter, le Louvre n'est pas candidat, Beaubourg non plus, il n'y a aucun patrimoine d'œuvres, il n'y a aucune compétence culturelle d'Auchan ni de Vanda, mais Europa City, c'est magique, c'est mieux que Beaubourg-Paris. Et allez donc. Deuxième étape, la conception du projet. Alors on fait des belles boîtes, les promoteurs payent des architectes de renom qui imaginent des objets à paillettes qui font rêver. Il faut bien changer l'image. Vous avez vu que c'était important, ça passe en deux parmi les demandes des citoyens. Les activités annexes, on prend des activités annexes attractives. Donc on lui dit non, c'est pas du tout un centre commercial. Il y a seulement 250 000 m² de surface commerciale, mais ce n'est pas du tout un centre commercial. Les surfaces commerciales seules capables de fournir des recettes sont emballées, comme vous savez chez Christo, là, sous du loisir et de la culture. Donc il y a des objets de séduction peu rentables qui déclenchent la consommation lucrative et le fameux effet waouh. Et donc voici, on voit la page suivante. Alors à gauche, vous avez un cirque. Ensuite, vous avez à droite en haut un hôtel 4 étoiles. Et puis en dessous, vous avez un centre culturel dédié au 7e art, alors qu'il y a le centre du 7e art qui se trouve à Saint-Denis. Et donc voilà, et donc on a 3 objets architecturaux avec un grand projet, un grand concours d'architecture. Et alors voilà, ça déclenche l'effet waouh. J'espère que vous faites tous c'est joli. waouh. C'est joli. Donc, et la piste de ski, elle est où là? Alors la piste de ski, on ne l'a pas marquée, vous n'avez pas la place. Ah. Donc on continue, mais elle existe toujours. On a essayé de la faire sauter, mais ça n'a pas marché. Étape numéro 2, conception du projet. Suite, alors là, tout à l'heure, on avait des belles boîtes et on avait des activités annexes attractives qui faisaient oublier le commerce. Donc les gens achetaient par distraction après avoir fait une descente à ski. Donc les retombées emplois sont minérifiées. Au-delà de toute façon d'un certain nombre de zéros, les gens ne savent plus compter. Les promoteurs font des additions et des multiplications. Ils ne font jamais de soustraction ni de division. On va le voir tout à l'heure avec des exemples. Les méthodes de calcul sont discutables avec des taux et des moyennes. Les surfaces prévues, les chiffres d'affaires sont traduits en nombre d'emplois, c'est-à-dire on multiplie des chiffres d'affaires escomptés, des surfaces escomptées. Et comme le montre une étude d'emploi qu'on a eu énormément de mal à se procurer, d'un cabinet qui s'appelle Sémaphore, qui pourtant ne nous éclaire absolument pas, parce que ça fait, une fois qu'on a enlevé les intercalaires et les pages de titres et le sommaire, il reste que 17 pages. Les chiffres datent de 2009 pour un projet qui est repoussé en 2027, donc vous voyez. Et pourtant, sur la couverture, il y a marqué chiffres réactualisés. Merci. Au total, des promesses sans preuve qui n'engagent que ceux qui les croient. Donc, il suffit d'avoir un énorme budget de communication et de marteler les chiffres. Et puis, vous avez des gens qui répètent comme des perroquets les chiffres promis. Donc, je vous renvoie pour plus de détails au bêtisier de Repas City sur Mediapart. Je tiens un blog. Je vous recommande le chapitre numéro 2 qui s'appelle « La prolifération d'emplois fantômes ». Alors moi, je dis toujours, slide suivante, voilà, il ne suffit pas de fabriquer des berceaux, ni de les embellir pour augmenter les naissances. C'est-à-dire on a fait plein de critiques au moment du débat public. On a dit il manque ceci, il manque cela, il manque ceci. Qu'est-ce que fait Europa City? Eh bien, il fait un concours d'architecture
pour faire les beaux objets que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc, voilà, donc ils embellissent encore les berceaux, c'est-à-dire rajoutent des nœuds roses, ils les repeignent en vert. Par contre, ils n'ont pas corrigé l'étude de 17 pages consacrée à l'emploi. Et alors, moi je dis que les berceaux peuvent rester vides. Ce n'est pas parce qu'on fait tout d'un coup des berceaux et qu'on les embellit que ça augmente les naissances. Cherchez l'erreur. Et puis il y a la contraception maintenant. Donc, analyse détaillée ensuite des promesses d'emploi. Donc, regardons de plus près la question du chantier. Alors là, c'est des multiplications. L'étude sémaphore est remarquable, c'est-à-dire qu'elle dit que le chantier va créer 4200 emplois. Ça va se passer le chantier va durer 3 ans. Donc, ça fait 12 600 emplois, parce que c'est bien connu, quand on occupe un emploi pendant 3 ans, ça fait 3 emplois. Donc, ils les additionnent avec les emplois d'Europacity après l'ouverture. Et donc, ils disent, sans sourciller, qu'il y a 20 000 emplois. Alors, la réalité, c'est qu'en fait, il y a 3 ténors du BTP qui sont seuls capables de faire des projets de cette taille, Bouygues et Vinci, plus Unibail pour les centres commerciaux. L'embauche locale, point d'interrogation, on a l'exemple de Bouygues. Tous ces grands groupes amènent leur personnel permanent et curieusement, quand on se dit ils vont recruter les chômeurs sur place, non, on s'aperçoit par exemple que Bouygues fait venir des personnels détachés de filiales de Roumanie, de Pologne, etc. Ils font une société implantée en Irlande et des bulletins de paye qui sont établis à Chypre. Et de toute façon, comme le travailleur détaché n'existe pas dans le Code du travail, ils reçoivent une amende de 29 999 €, parce que s'ils avaient une amende de 30 000 €, ils seraient interdits de marché public. Donc, alors on a l'exemple du Pentagone. Et eux, ils n'ont jamais eu que 2500 emplois en période de pointe. Ça, c'est l'immeuble du ministère de la Défense qui a établi des immeubles antimissiles. Et malgré leurs 2 milliards, ils n'ont jamais pu avoir que 2500 emplois sur le chantier. Le millénaire à Aubervilliers, 80 000 m², 600 compagnons en simultané. Parce qu'effectivement, vous avez le terrassier, il n'intervient pas en même temps que le poseur de moquettes. Et alors eux, ils additionnent tout alors que les corps de métier se succèdent. C'est qu'en fait, ils additionnent tous les emplois nécessaires à la construction. En faisant croire que c'est en même temps. En faisant croire que c'est en même temps pour gonfler les chiffres. Ils sont macroniens, en fait, c'est en même temps. Et alors, 5% du personnel local en insertion, alors ils vous rendez compte, on a obtenu 5 personnes du local, c'est la loi. Donc, c'est inutile de s'extasier. Phase 2, exploitation. Alors là, pareil, des additions, pas de soustraction. Après l'ouverture, on nous a promis 12 000 emplois. On a râlé au moment du débat public. Donc, il y a eu un expert INSEE qui nous a dit 10 000. Mais il a calculé aussi les emplois supprimés. Curieusement, Europacity ne reprend 10 000 sans les emplois supprimés. Donc, on a une surestimation systématique. On dit des emplois, alors on dit « Ah, mais est-ce que c'est des emplois ETP, équivalent temps plein ?» Ah oui, bien sûr que c'était équivalent temps plein. Curieusement, la grande distribution, il y a 30% d'emplois à temps partiel, mais on passe comme ça d'emploi à temps partiel et à emploi forcément temps plein. Donc, si on prend quelques règles de 3 et qu'on prend les commerces, on prend trois centres commerciaux qui sont autour sur la zone. Aéroville, à Roissy, au Paris-Nord, à Aulnay-sous-Bois, la commune d'en face, My Place, à Sarcelles, 228 000 m², il y a 5 800 emplois. Je fais une règle de 3 pour Europacity, j'arrive à 6 400 emplois. Si je prends des chiffres nationaux, 420 000 emplois dans 738 centres commerciaux, 37 m² par emploi, j'arrive à 6 800 emplois. Donc vous voyez, là je réduis. Ensuite, les loisirs, je fais une règle de 3 par rapport aux chiffres de Disneyland et d'Astérix. J'arrive à 540-800 emplois permanents. Pour la culture, je prends le Louvre, qui est quand même le premier pôle mondial de culture. J'arrive à une règle de 3 à 500 emplois pour Europacity. Total, 1 plus 2 plus 3 égale entre 7 700 et 8 000 emplois. Mais les emplois détruits par ailleurs. Alors c'est là que je sors mon joker. Une étude McKinsey financée par les foncières qui
détiennent les centres commerciaux qui sont autour et qui n'ont pas du tout envie de voir fermer leurs centres commerciaux existants. Et ils calculent que ça supprime 8000 emplois. Donc plus 8000 emplois moins 8000 emplois, chez moi, ça fait un solde final de 0. Mais comme nos adversaires ne savent pas faire des soustractions, on continue à écrire 10 000. Et tous les gens continuent à écrire 10 000. Alors les métiers, l'éventail est extrêmement restreint parce qu'il y a 84 métiers à Europacity. Alors ça ne dit pas grand-chose aux gens, mais il faut savoir qu'il y a 10 000 métiers répertoriés en France. Donc ça ne fait même pas 1% du spectre. Et ce sont des structures très spécialisées. On a l'exemple de Roissy avec 200 métiers qui emploient seulement 6,5% d'un bassin qui fait 600 000 habitants. On a l'exemple de Disney avec 500 métiers qui recrute à l'échelle européenne et donc qui va jusqu'à Leeds, Londres, Rome, Amsterdam, Madrid, Dublin faire des castings. Il ramène des jeunes chômeurs Bac+5 qui sont logés sur place dans 6 centres d'hébergement et ça permet de dire qu'il y a 70% de recrutement local puisqu'ils travaillent sur place. Voilà. Ensuite, les qualifications sont sous-estimées. Donc on voit sur le camembert qui est en bas, Europacity prétend que 75% des emplois sont de niveau 5, CAP, BEP, 4, BAC. Et en fait, moi, je regarde le camembert qui est en haut. Je vois qu'il y a 35% des gens en bleu sans qualification, 13% des gens niveau 6, c'est-à-dire niveau 5e ou certificat d'études. Donc, c'est la moitié de la population qui est déjà exclue du recrutement. Et puis, je vois 20% plus 16% en violet, 36% des gens qui sont de niveau bac et de niveau BEP, CAP. Donc, en fait, c'est complète. Je passe de 75% à 30%. Et en plus, c'est faux parce que je prends tous les métiers un par un, je les reclasse. Par exemple, ils prétendent qu'une hôtesse de caisse est au niveau 5, CAP, BEP. Et moi, je regarde dans les petites annonces de Auchan et je vois qu'on recrute à Sarcelles une hôtesse de caisse à bac plus 2 ans d'expérience, plus permis de conduire. Donc, j'ai tout recasé. Elle parle 3 langues aussi. Et vous verrez... et oui, il faut aussi qu'elle parle des langues. Et donc, vous verrez que ces chiffres sont complètement faux. Je vous renvoie à mon travail qui est sur le blog de Mediapart. Alors, le coût financier social de cet emploi, il est exorbitant parce que, justement, on ne fait pas de division, mais moi, j'en fais une. J'arrive à 310 000 € l'emploi d'Europacity, 410 000 € si je rajoute les fonds publics. Donc, je compare avec 40 000 € l'emploi ordinaire que nous fournit Alternative Économique. Donc, c'est 8 à 10 fois moins cher. Et donc, rien qu'avec 1 milliard de fonds publics pour les transports, 5 km de coude pour le métro, la gare, l'échangeur sur l'autoroute A1, avec ça, je peux faire 25 000 emplois locaux ordinaires. Donc, la question qu'on me demande, c'est combien faut-il d'emplois sur le triangle? Moi, je réponds 0, puis il n'y a pas d'habitants. Donc, il y a besoin d'emplois quand il y a des habitants. Quand il n'y a pas d'habitants, 0. La concurrence, elle est ignorée. Dans un rayon de 5 km autour d'Europacity, il n'y a pas moins de 6 centres commerciaux. Donc, on le voit sur la slide suivante. Donc, vous voyez en bleu, il y a 6 centres commerciaux. Quand on additionne tout ça, on arrive à 293 000 m², 650 boutiques. On rajoute 250 000 m² d'Europacity et 500 boutiques. On augmente de 85% les surfaces, 77% les boutiques. Et on a un effet de cannibalisation, c'est-à-dire que quand on double tout ça, question qui fâche, est-ce qu'on peut mettre 2 coques dans la même basse-cour? Le modèle, ensuite, il est dépassé. Les centres commerciaux se désaffectent, 1% de moins en 2016. Les boutiques sont vacantes, 20% en 2017 dans la Seine-Saint-Denis. L'e-commerce augmente de 12%. Et Europacity prétend que c'est un projet urbain de quartier. Il ne peut pas y avoir de quartier puisqu'il n'y a pas de ville, puisqu'il n'y a pas d'habitants. Donc on est dans un modèle de gaspillage et de démesure à la Dubaï. C'est contraire à la COP21. C'est contraire au 4e défi du SDRIF, c'est-à-dire que l'Île-de-France, qui a les régions agricoles les plus riches d'Europe, nourrit 2 à 3% de sa population. Donc Europacity repose sur un modèle obsolète par rapport aux nouveaux enjeux économiques, urbains et écologiques actuels. Le réveil,
et rude. Les communes continuent dans leur plan local d'urbanisme à créer des zones d'activité périphériques sur des espaces agricoles. Prétexte d'hiver, ah ben vous comprenez, sans ça les gens vont acheter ailleurs. Alors il faut absolument qu'on on ouvre ce centre commercial. Les emplois sont toujours prestigieux, à haute valeur ajoutée. Puis en fait, sous l'habillage, on trouve des zones commerciales classiques, du temps partiel, du transport logistique tout camion, avec des travailleurs détachés, des fermetures de petits commerces. Alors j'ai étudié ce qui se passait à Gonesse en 9 ans. On a embauché une centaine d'emplois à Leroy Merlin, filiale de Auchan, mais 48 petits commerces ont fermé, supprimant 277 emplois. Et il faut savoir qu'il y a une baisse de diversité, c'est-à-dire que certes, on a créé 100 emplois de vendeurs à Leroy Merlin, mais on a supprimé un libraire. Il n'y a plus de libraire, il n'y a plus de fleuriste. Bonjour la Saint-Valentin. Il n'y a plus de pharmacien. Il n'y a plus de buralistes. Donc il y a une baisse de diversité et ce n'est pas un vendeur de perceuses qui va tenir un commerce de pharmacie. Et il y a aussi un projet d'extension de Disneyland avec un investissement de 2 milliards qui se pointe. Donc, conclusion, alors vous voyez là, c'est des fermetures de petits commerces à Gonesse qui ressemblent à beaucoup de... Je suppose que sur Tournus, on aura le même paysage. Donc on continue, conclusion, et les citoyens dans tout ça. Donc là, il y a une instrumentalisation des outils démocratiques. Avec Martine, on a vu le cas courant des CDAC, des CNAC, qui sont des machines à dire oui. Ici, comme c'est un très gros projet, on a un débat public, mais uniquement pour Europacity, pas pour l'ensemble de la ZAC qui fait 280 hectares. C'est un saucissonnage dénoncé par l'Europe. Le maître d'ouvrage finance le débat public, donc il met son grain de sel, il nous interdit de mettre nos tracts, il nous empêche de parler, il donne 3 minutes à notre association pendant que le maître d'ouvrage, lui, parle pendant une demi-heure et intervient une dizaine de fois. Si le projet continue, la concertation devrait se poursuivre avec l'ensemble des acteurs favorables et défavorables, puisque Europacity a signé la charte de la concertation, mais il n'y a pas de contrôle. Donc le maître d'ouvrage devrait apporter des précisions sur son projet. Il prend des acteurs triés sur le volet, des habitants, des associations qui manipulent, et il prétend que c'est une co-construction du nouveau projet. Et il mène le culot jusqu'à prendre des garants de la Commission nationale de débat public dans ce collectif de co-construction. Donc on est en plein dans un simulacre de démocratie. Les acteurs publics et les habitants cautionnent la propagande. Je termine par deux photos. Il fait du Macron, là. Je termine par deux photos. La première, c'est un troupeau de fausses vaches à l'entrée du centre commercial d'Auchan de Sarcelles. Et alors, je rappelle quand même que le slogan d'Auchan, c'est « La vie, la vraie ». Et je trouve que c'est d'autant plus scandaleux et grinçant quand on sait ce qui est fait, comment la grande distribution traite les agriculteurs et notamment les producteurs laitiers. Et donc la deuxième photo, plus pleine d'espoir, ça c'est les produits de notre potager, parce qu'on a créé un potager sur le triangle de Gonesse qui est interdit. On vient d'avoir une demande de vouloir expulser nos légumes. Et donc, on a fait une soupe géante qui a régalé 1500 personnes, place de la République à Paris. Et voilà, et on vous laisse juge de qui détient la vie, la vraie. Waouh! Merci beaucoup, Jacqueline Lortua, pour ce brillant exposé qui nous montre vraiment l'arnaque, mais qui mérite énormément de travail. C'est toute la difficulté pour le citoyen, parce que c'est un boulot monstre que Jacqueline Lortua a effectué. Toutes les données sont accessibles, mais elles sont noyées et on s'y perd et on se laisse avoir par de la communication et des effets waouh. On va passer tout de